Welcome to the podcast from CIAL, the Euro-Lebanese Intercultural Center at the University of St. Joseph's in Beirut. The focus of the center is on intercultural mediation. Our podcasts are organized with the collaboration of the Professional Center for Mediation, CPM, the Center for the Study of the Modern Arab World, CEMAN, and the Center for Strategic Study and Research, CERGES. This podcast is the conference given by Salim Muzana, a Beirut jeweler, on the science of precious stones. So, thank you very much, Salim. Thank you, Father John, for this introduction. On a voulu, j'aime les pierres et les cailloux, brutes ou polies à la main, cassées, transfigurées, celles qui m'attirent par leur forme, leur bizarrerie, leur couleur, se prêtant à tout, à rien. Lorsque Father John m'a demandé de préparer cette rencontre, je n'ai pas hésité, parce que les pierres, c'est une passion. Ces petits bourgeons que la terre nous offre sont épatants dans leur genre. Avant de parler de la science en elle-même, je vais m'attarder un peu. On va parler d'histoire. Après, on va les classifier, parce que les pierres sont classées en famille. Et il y a les couleurs, parce qu'il y a beaucoup de ressemblances dans les couleurs, mais la pierre n'est pas la même. Et après, on va voir un peu le monde intérieur des pierres, les inclusions. Voilà. Le grand écrivain Pline disait « Les pierres précieuses sont comme un abrégé de la nature, propre à en faire ressortir la majesté. Il n'y a chose en cet univers où elles se rendent plus admirables qu'en celle-ci, qu'on regarde à la multitude et à la variété, ou à la diversité de leurs couleurs, ou à l'excellence de leur matière, ou à leur beauté. » Ça, c'était du Pline. Les Phéniciens, les Crétois, les Mycéniens, les Étrusques, les Perses, les Grecs, les Romains et toutes les civilisations de l'Antiquité apportèrent depuis des temps immémoriaux leur savoir à cet art et à cette science. On distingue les pierres précieuses proprement dites et les pierres fines. Qu'elles soient la marque de leur richesse, l'apanage du rang, le symbole du pouvoir, ou simplement une marque d'amour ou d'affection. Les pierres précieuses et naturelles ont même été l'objet de talismans, d'amulettes, de superstitions, comme par exemple la néphrite, qui est une pierre dérivée du jade, qui a été déifiée chez les dieux grecs et vénérée comme la pierre qui guérissait les maux de rein. Et il y a d'autres qui sont des porte-bonheur, des porte-malheur, comme l'opale. Et l'homme, il peut, avec des histoires qui sont montées, comme un téléphone cassé, croire à ce que l'opale soit une pierre de porte-malheur, parce que les sertisseurs ne voulaient pas sertir cette pierre dans le temps, parce qu'elle se cassait. C'est tout. Alors, univers de beauté, chacune a son paysage particulier et mystérieux. Sa couleur, sa matière et inclusion jouent ensemble et donnent vie. Leur rareté augmente l'attrait, leur inaltérabilité en assure l'histoire. Je vais porter essentiellement ce débat avant de vous montrer un peu l'historique du spinel de la couronne d'Angleterre, sur les propriétés et les familles. Retourne un peu. Alors, le spinel de la couronne d'Angleterre, le spinel qui est une pierre rouge, on l'a prise pour un rubis pendant longtemps. Le spinel est une pierre peut-être sous-estimée. C'est une de mes pierres précieuses préférées. Le rubis qui lui fait évidemment beaucoup d'ombre. Avant la découverte des principes de la chimie et de la physique, on croyait que cette pierre centrale était un rubis. Jusqu'au fin 18e, on croyait que cette pierre était une pierre en rubis. Et ce n'était autre qu'un spinel. C'est grâce évidemment au principe de la chimie et de la physique qu'on a
bien découvert que cette pierre taillée, parce que quand on taille la pierre, après qu'elle soit cristal, on change de forme du cristal, on ne reconnaît plus la forme dans la terre, et ce n'est que les inclusions qui montrent l'origine. Et la plupart des rubis historiques ne sont que des spinels. Voilà un d'entre eux. Pour l'histoire, la couronne a été refaite en 1838 par la reine Victoria et serait la plus précieuse du monde. Elle comprend 4 rubis, dont le prince noir, placé au centre, qui n'est autre qu'un spinel, entre parenthèses, 11 émeraudes, 16 saphirs et 277 perles et 2783 diamants. La reine la porte pour le couronnement et l'ouverture du Parlement. Il a donc fallu attendre le progrès de la physique et de la chimie pour s'apercevoir que ce rubis central n'est autre qu'un spinel et qui s'appelle le prince noir. On va passer aux choses un peu plus intéressantes pour voir comment on peut identifier. Ouais. Alors, une famille de gemmes, c'est quoi une famille de gemmes? Notre but, c'est de les classer des plus importantes dans leurs familles respectives. Elles sont presque 130 gemmes. On a classifié à peu près jusqu'à maintenant 130 gemmes. Une gemme, ça vient du mot latin gemma. Ça veut dire bourgeon. C'est les bourgeons que la Terre nous donne. Et principalement, c'est des cristaux. Ils ont une forme cristalline. Parfois, ils sont microcristallisés et parfois, ils sont des matières organiques, comme la turquoise, comme le corail. Alors, parmi ces 130 gemmes, on a groupé 14 familles. On les a groupées en 14 familles plutôt, distinctes. Je vais passer rapidement les 14 familles importantes. Voilà, ici on a devant nous une fluorite. La fluorite qui est une pierre très tendre, qui se casse, qui s'effrite facilement, mais elle a une limpidité, une pureté, un lustre qui équivaut le diamant. Elle cloît dans un système cristallin cubique. Elle est rarement utilisée en bijouterie et joaillerie parce qu'elle se casse. Mais aujourd'hui, on est en train de la traiter pour la rendre un peu plus solide et on est en train d'utiliser. Elle mérite d'être citée parmi les familles parce qu'elle a beaucoup de points communs aussi dans sa couleur verte avec l'émeraude. La deuxième famille, le quartz, qui est la famille la plus répandue sur la Terre, c'est une grande famille. Elle regroupe plusieurs pierres, comme le cristal de roche, qui est transparent. On le voit ici. Il y a aussi la citrine qui est un quartz jaune à orangé. On le confond souvent avec la topaze. Il y a beaucoup de bijoutiers qui vendent des citrines en les appelant topazes. Et jusqu'à maintenant, je prends le cas de mon père qui confond entre une citrine et une topaze parce qu'ils ont la même couleur. C'est pour cela, c'est pas parce qu'une pierre est jaune, on va dire automatiquement c'est une topaze ou une citrine. C'est les spécifications physiques et chimiques qui les déterminent, comme le cristal de quartz, il croît dans une forme bien rhomboédrique, alors que le cristal de topaze est orthorhombique. C'est une autre forme. Et il y a l'améthyste, qui est un quartz, l'améthyste qui fait partie de la famille des quartz. Et on distingue aussi les quartz roses et les quartz verts. Les quartz roses sont un peu plus translucides, et les quartz verts. Et il y a des quartz à inclusion, des quartz où il y a des aiguilles de rutile qui sont un peu plus opaques aussi. Ça, c'est pour la famille des quartz. Après, on a l'opale,
l'opale qui est, je viens de vous raconter, qui est une pierre porte-malheur pour les Européens et porte-bonheur pour les Australiens, parce que les plus grands gisements d'opale se trouvent en Australie, et les plus belles aussi. On distingue dans l'opale plusieurs catégories. L'opale irisée, qu'on connaît tous, et il y a une opale qui s'appelle l'opale de feu, qui est toute orangée, qui ressemble comme des gouttes à un feu. Alors, mais elle a toutes les couleurs aussi. Elle est de l'incolore au noir. On peut avoir des opales noires. La quatrième famille, c'est le béryl. Le béryl, avant de parler de la famille de béryl, je veux seulement vous signaler que la législation française distingue 4 pierres précieuses. L'émeraude, le diamant, le rubis et le saphir. Oui, c'est ça. L'émeraude, le diamant, le rubis et le saphir. Ces 4 pierres précieuses, elles sont naturelles, évidemment. Donc, toutes les pierres naturelles ne sont pas précieuses. Dans la famille des béryls, il y a une pierre précieuse qui est l'émeraude. L'émeraude, qui est composée principalement de beryllium, c'est de là où elle puise sa couleur. Est une pierre qui croît dans un système hexagonal. On rencontre les plus belles dans les mines de Colombie. Il y a les 3 mines importantes de Colombie, Cosquez, Museau et Chivor. Museau, c'est l'une des plus belles. Et je m'arrête aujourd'hui pour vous dire que la mine de Museau, les concessions de la mine de Museau ont été rachetées, ils vont être exploités pour les 100 années à venir par un Libanais. Il vient de signer avec le gouvernement colombien et ça fait 6 mois qu'il n'y a plus une émeraude de Museau dans le monde. Ils ont arrêté l'exploitation parce qu'ils sont en train de mettre au point une nouvelle technique pour l'extraction. Et dans le béryl, il y a l'aigle marine, c'est la sœur cadette de l'émeraude. C'est une très belle pierre bleue qui prend tous les tons du bleu de l'océan, du clair au foncé, qui est une pierre très prisée aux États-Unis. Les Américains aiment beaucoup cette pierre. Et on retrouve dans cette pierre des gros cristaux. Alors, et dans le béryl aussi, il y a une pierre qui est rose, qui s'appelle la morganite. On doit son nom à J.P. Morgan, qui était fou de cette pierre, et il achetait tous les stocks du monde. Et on a honoré M. Morgan en appelant cette pierre morganite. Il y a un béryl jaune, on revient au jaune, ce n'est pas une citrine, ce n'est pas une topaze, c'est une héliodore. Il y a le béryl vert, plus pâle que l'émeraude. Donc dans l'émeraude, on a 5, dans le béryl, on a 5 pierres. L'émeraude, l'aigle marine, la morganite, l'héliodore et le béryl vert. Là, on a la topaze. La topaze en elle-même aussi est une famille. J'ai fait exprès de vous mettre une topaze bleue parce que la topaze qu'on connaît, elle est jaune en général. Et les topazes bleues sont très rares. Aujourd'hui, les topazes bleues qu'on voit sur le marché, c'est des topazes irradiées. C'est-à-dire, c'est des topazes incolores qui ont été traités et irradiés pour devenir bleus. Et en Europe, la législation ne permet pas la radiation. Il y a un taux de radiation bien défini. Parce que quand les topazes bleues sont arrivées sur le marché, elles étaient super irradiées et c'était très dangereux pour la peau quand on les portait. Maintenant, elles sont plus contrôlées, mais c'est un bleu électrique. C'est pas beau comme la bleue naturelle. Et dans la topaze, on a la topaze rose, la topaze impériale, la topaze blanche et la topaze jaune. La tourmaline, qui est une famille, qui est l'une des plus riches familles des gemmes, des pierres, elle présente toutes les couleurs comme vous le voyez.
La tourmaline est principalement composée d'alumine, des aluminates, et elle a les couleurs de l'arc-en-ciel. Sa pierre phare est appelée, c'est une tourmaline rouge qu'on appelle rubellite. Et pour l'histoire, il y a un grand marchand hollandais au début du XXe siècle qui a acheté un gros lot de rubis, et après coup, il s'est avéré que c'était des tourmalines. Le péridot qui est aussi une famille qui est composée de deux pierres principalement, l'olivine, excusez-moi, et la chrysolite. L'olivine, elle a 7 couleurs. C'est un vert olive, un vert jaune, et la chrysolite qui est plus jaune, elle est jaune clair. Le spinel, vous voyez, on vient de vous raconter l'histoire de la couronne. Elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à un rubis à l'œil nu. Le corindon qui est une famille aussi importante parce qu'elle regroupe 2 pierres précieuses. On a vu l'émeraude, maintenant dans le corindon, il y a le saphir et le rubis. Là, on est devant un cristal de rubis brut. Le corindon qui est composé d'aluminate avec l'agent colorant du chrome, il prend la couleur rouge, et l'agent colorant du fer et de titane, il prend la couleur bleue. Alors les 2 pierres précieuses du corindon sont le saphir et le rubis, et il y a aussi des saphirs colorés qui ne sont pas classés précieuses. C'est-à-dire le saphir coloré, il y a le jaune, le rose, le violet et plusieurs tons entre le jaune et le bleu. Le chrysobéryl est une pierre aussi étonnante. Elle possède une teinte invariablement jaune-vert avec un reflet bleuté, plus ou moins nuancé. On distingue dans le chrysobéryl l'œil de chat, qui est chatoyant, qui est la pierre commune du chrysobéryl, et l'alexandrite, qui doit sa célébrité à Alexandre le Grand, à Alexandre de Russie, et la particularité d'être verte à la lumière du jour et rougeâtre sous la lumière artificielle. C'est une pierre très rare et on a essayé beaucoup de l'imiter. Il y a beaucoup d'alexandrite synthétique. Le grenat est une grande variété de pierres. Le grenat, quand on dit grenat, on pense au rouge. Mais au fait, le grenat a aussi plusieurs couleurs. Il y a l'almandin qui est là devant nous, c'est un rouge violacé. Il y a le pyrope qui est plus rouge sang. Il y a la rhodolite qui est un peu plus qui a une teinte rose mauve. La spessartite qui a un ton orangé. Les grossulaires qui regroupent l'essonite qui a une couleur très orange et le grossulaire vert qu'on retrouve principalement au Kenya, dans la région de Tsavo, et qu'on appelle aussi tsavorite. Et pour terminer, une des familles les plus prisées par l'humain, on ne sait pas pourquoi, c'est une pierre qui est très froide pour moi, qui est le diamant. Le diamant, évidemment tout le monde le sait, il est constitué de carbone pur, il est cristallisé
selon une disposition qui lui donne une exceptionnelle qualité d'être très solide, la matière la plus dure de l'univers. Il est incolore, mais aussi le diamant, il présente toutes les couleurs. L'incolore est le plus apprécié, évidemment, mais on trouve des variétés roses, jaunes, brunes, rouges parfois. La coloration est due soit à des défauts structuraux du cristal, soit à l'apport d'éléments en trace d'être comme le fluor, parce que je vous ai dit, ils croient dans le même système. Les gisements de fluor sont à côté des gisements de diamant, de l'azote et de l'aluminium. Là, on passe au zircon. Le zircon, quand on dit zircon, on pense à une pierre qui est un simulant du diamant, alors que le zircon est une pierre naturelle. Évidemment, on a essayé d'imiter le diamant avec le zircon, mais le zircon qui est sur le marché n'est autre que de l'oxyde de zirconium. Ce n'est pas du zircon naturel. Le zircon naturel a plusieurs couleurs. À l'état naturel, il demeure le meilleur substitut du diamant, mais on a fait mieux en laboratoire. La chalcédoine, c'est une des plus grandes familles des pierres microcristallisées. C'est un groupement d'opale et de quartz. Les cristaux sont collés entre eux, et c'est un groupement d'opale et de quartz. Ça, c'était pour les familles. Je me suis excusé encore une fois de Father Donahue parce que j'ai eu un deuil en famille. J'ai été pris par la préparation aujourd'hui. On n'a pas eu les diapos. On a cherché des diapos, on n'a pas eu les machines. Mais j'aurais bien aimé vous montrer tout. Mais là, on a eu la caméra. Je vais essayer de vous montrer les inclusions, le monde interne des pierres. Parce que la couleur, comme je vous ai dit, n'est pas une caractéristique fondamentale pour décerner l'origine d'une pierre. C'est l'inclusion qui est déterminante pour comprendre cette pierre, d'où elle vient, qu'est-ce que c'est. La première chose qu'on regarde, c'est à la loupe. On regarde la pierre, on voit qu'est-ce qu'il y a dedans. Et une pierre qui est nue de toute inclusion est une pierre, il faut douter, il faut avoir un grand doute, parce que rares sont les pierres où il n'y a aucune trace d'inclusion, aucune caractéristique. Principalement, c'est le caractéristique qu'on ne peut jamais imiter. C'est-à-dire, si je vois ici devant moi des inclusions dans une émeraude, elles ne sont pas très claires, mais ici, c'est des inclusions dans une émeraude colombienne à 2 phases. On peut avoir on a eu la caméra, non? Qu'est-ce que je sais pas? On peut avoir, je vais vous passer en tous les cas le livre. On peut allumer si vous voulez. Vous voyez, il y a ici au centre, ici là, des inclusions, c'est des inclusions ou à 2 phases, qu'on appelle à 2 phases, ou parfois à 3 phases. C'est un solide, un gaz et un liquide. Ça, c'est super déterminant des inclusions d'émeraudes de Colombie. Parce que les inclusions d'émeraudes, par exemple de Sibérie ou de l'Oural, ont d'autres formes. C'est des formes bambou. Alors, non seulement on sait que c'est une émeraude, mais on va savoir aussi que c'est une émeraude de Colombie ou c'est une émeraude de Sibérie. Et les inclusions, l'homme aussi, il a fait des simulants. Il a simulé, il a fait des pierres synthétiques. Et on distingue, il y a 2 grandes compagnies qui sont arrivées à mettre au point des émeraudes extraordinaires au niveau de la couleur et de l'aspect, avec des inclusions qu'ils ont cultivées en laboratoire, mais on les distingue, c'est des inclusions bien spécifiques.
Vous pouvez le voir aussi dans le livre, vers la fin, les inclusions synthétiques. À la page 129, vous pouvez voir des inclusions de saphir. Si vous voulez, ouvrez la page 129. Tu vas. Ça marche? Ah, ça marche maintenant? On peut avoir des... Oui, c'est Enfin, on va mettre le truc. À la page 129, en tous les cas, il y a des inclusions de saphir. Le saphir, l'inclusion fondamentale du saphir, on appelle ça en anglais fingerprint, ou aile de papillon en français. Alors on voit, tu peux lancer sur internet ici, non? On voit, une photo, mais pas ça. Dans le saphir, comme je vous ai dit, vous voyez ici comme une fingerprint. C'est comme une aile de papillon qui est déterminant dans les saphirs de Ceylan. Les saphirs de Ceylan ont toujours cette inclusion et on voit comme l'inclusion, elle est pas toujours plate, elle vient comme presque oblique. This is fingerprint inclusion in sapphire. Dans les rubis, à la page 119, les rubis les plus connus au monde, c'est les rubis de Mogok, les rubis birmans. Ils ont des aiguilles de rutile juxtaposées qui leur donnent un aspect très soyeux, qui leur donnent ce rouge velouté. Ça, c'est dû aux inclusions de rutile, d'aiguilles de rutile. Évidemment, dans les saphirs et les rubis, il y a eu des pierres de synthèse. Il y a Monsieur Verneuil, qui au début du siècle était le premier à imiter le saphir et le rubis. Donc, pas le fait passer. Et on connaît le procédé Verneuil, jusqu'à maintenant on en parle, c'est un procédé qui est la base de toutes les pierres synthétiques au monde. Ils amènent les composants chimiques du corindon, comme on a dit, parce que le corindon c'est les aluminates, qui est le composant principal du rubis et du saphir, et ils les mélangent avec du titane et du fer, et ils font une fusion, ils font ces composants-là, et ils obtiennent des cristaux de rubis ou de saphir synthétique qu'ils recoupent et qui ont le même aspect. C'est pour cela un rubis pur, à l'état pur, est très difficilement décelable, même au niveau de la chimie, de la physique, parce que ils ont pris les mêmes composants. Donc on va avoir un même indice de réfraction, on va avoir une même densité, on va avoir c'est tout à fait la même chose sur tout le diapason, même dans le spectre. C'est pour cela les inclusions seront aussi déterminantes. On va rencontrer des zones concentriques courbes au lieu de les rencontrer comme dans le naturel droite, et qui vont déceler leur côté synthétique. À la page 109, si vous voulez, vous voyez des inclusions de diamants. Le diamant, évidemment, l'homme, il le rend... évidemment, l'humain a donné les valeurs à ces pierres. Et le diamant est une pierre très prisée sur la planète par l'homme. Et elle arrive à des prix phénoménaux. Je ne sais pas pourquoi parfois, évidemment. Mais quand elle est incluse, elle perd de sa valeur. Encore plus, c'est une insulte peut-être pour la nature, parce que les inclusions sont toujours déterminants et sont toujours un témoignage pour voir comment cette pierre elle croît dans la terre. Bon, je vais terminer avec le slide de l'ambre. Où est le slide? Il est là. En bas.
Voilà, ici, on est devant une pierre que j'ai micro-photographiée il y a peut-être plus que 30 ans. Et c'est un ambre. L'ambre est une résine végétale fossilisée. Elle a des millions d'années. Et dans les ambres, on a des inclusions aussi. Et les inclusions, parfois, elles peuvent être des insectes, comme on voit ici. Alors ici, on voit, c'est une petite bulle d'air. L'insecte a attrapé la bulle d'air et comme s'il jouait avec. Et on rencontre beaucoup de ces inclusions-là dans l'ambre. On rencontre beaucoup d'inclusions de feuilles d'arbres aussi dans l'ambre. Au Liban, on est sur une montagne d'ambre. Du côté de Jizine, on a les arbres les plus vieux du monde. Et pour l'anecdote, je disais à Father John que Spielberg, son fameux film sur Jurassic Park, il s'est inspiré, il a pris un insecte qui a piqué un mammouth, ou bien un dinosaure, qui a piqué un dinosaure, et il a pris l'ADN du dinosaure qui a été piqué par l'insecte, et il a ramené le dinosaure sur Terre. Ça, c'était pour l'ambre. C'est bon? Merci. Ok, merci. Je suis sûr qu'il y a des questions. Est-ce que les femmes viennent pour acheter des bijoux par les familles? Par les familles? C'est-à-dire? Ah! Écoutez, non, les femmes sont évidemment plus intéressées par l'éclat, par la forme, elles ont raison peut-être. Elles ont sûrement plus raison. Elles ont envie d'avoir une pierre évidemment rare, mais elles ont envie aussi de porter quelque chose, une couleur qu'elles aiment, une forme qu'elles aiment, sur un bijou aussi. C'est le bijou qui remet en relief aussi les pierres. Mais évidemment, c'est mieux de savoir qu'est-ce qu'on a. C'est mieux de savoir qu'est-ce qu'on porte. Je suis sûr qu'il y a des questions. Allez-y. Est-ce qu'une pierre qui est taillée augmente en valeur ou est-ce le contraire? Il y a plusieurs formes de taille, évidemment. Mais sûrement, la taille en elle-même, le processus de taille n'est pas très onéreux, ce n'est pas très coûteux. Mais un diamant brut, par exemple, de 10 carats, s'il est brut et où il est taillé, ça va être la même valeur. La taille n'est pas importante au niveau du coût, mais sûrement ça prend plus de valeur si vous voulez. Il y a un résultat là, il n'y a pas un risque, il n'y a pas c'est-à-dire c'est pas un jeu de poker, parce que parfois on a un diamant brut ou une pierre brute, on ne sait pas à la fin comment elle va être. Ça va devenir une pièce de collection quand elles sont brutes. Non, on peut laisser, c'est-à-dire il y a beaucoup de stocks de bruts dans les coffres des diamantaires ou des vendeurs de pierres, mais elles ont sûrement moins de valeur au niveau du poids. Évidemment, une pierre taillée, elle vaut plus au carat qu'une pierre non taillée au carat, ça c'est sûr. C'est sûr. Évidemment, plus elle est grande, plus elle est rare. Moi, ce que j'aimerais annoncer, c'est pas une question. Vous allez avoir bientôt, nous espérons que dans le temps, il faudra avoir le musée des minéraux au Liban. C'est une collection privée. On espère. Oui, ça dit, on est en train de le monter. Ah, c'est bien ça, c'est une bonne nouvelle. C'est en association avec l'Université Saint-Joseph, et le musée sera localisé dans le nouveau bâtiment, le nouveau campus de l'innovation, de l'économie et du sport. C'est une très bonne nouvelle ça. Et des minéraux, il y a des gemmes parmi les minéraux. Ce ne sont pas des pierres précieuses. Oui, C'est un musée des minéraux. Comme oui. vous l'avez dit, toutes les pierres ne sont pas des pierres précieuses.
Il n'y a pas mis dans la collection de pierres précieuses. Ouais. C'est bon ça, c'est une bonne nouvelle. Suite à la première question, pourquoi sur le marché on trouve par exemple un diamant qui est en forme de princesse, le carré, il est moins cher que celui qui est en ovale ou bien en rond? Non, ovale, c'est la même chose que la princesse. En fait, c'est une loi d'offre et de la demande. C'est le rond qui a le plus de valeur, ce qui est plus cher que les formes rondes sont plus chères que les autres formes, en général. Mais toujours, on revient aussi les paramètres. Les paramètres essentiels, c'est la couleur et la pureté. Ouais. Ouais. C'est clair. Mais votre création. Écoutez, j'aurais bien aimé ne pas être dans ce monde de bijoux et de pierres, mais le destin a voulu que je sois là. Mes parents et mes grands-parents sont bijoutiers. J'ai fait mon chemin seul et j'ai découvert à travers le temps que je pouvais avoir des pierres, je pouvais utiliser des pierres qui ne sont pas vraiment connues et je pouvais les monter et les fabriquer et leur donner des formes et je m'amuse. C'est comme ça la créativité. Prétendre à la créativité, c'est un peu très prétentieux. Et dire qu'on est prétentieux est prétentieux. On n'est pas prétentieux, on est prétentieux. Merci beaucoup. Merci, Father John. Thank you. Alors, Suzy Hakamian est du Musée national. Non, je ne suis plus, au contraire, j'ai quitté le Musée national. Et là, comme je l'ai dit, je suis sur un nouveau projet qui est le Musée des minéraux. Ah, c'est excellent. C'est une collection assez importante. C'est très bien. De minéraux bruts. L'Institut national de gémologie en France, il voulait faire quelque chose avec vous aussi. Ouais. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé parce qu'ils ont de nouvelles directions à Paris. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ils ont voulu faire une antenne à travers Beyrouth. Peut-être ils peuvent les aider parce qu'ils ont quelque chose. Ils ont un musée qui est délabré là-bas un peu. L'Institut. Merci.